Bonjour, Sigolane Kouchochiex. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Créteil, où vous travaillez dans la formation des enseignantes et aussi vous dirigez des thèses sur les questions de genre. Vos recherches portent sur l'enseignement d'éducation physique et sportive au secondaire, sur l'enseignement à l'égalité entre les sexes en formation initiale des enseignantes, et aussi vous travaillez sur le sexisme, en particulier sur le cybersexisme en milieu scolaire. Alors, selon votre expérience, quels sont pour les enseignantes et les enseignantes les points aveugles en matière d'égalité entre les sexes? Bonjour Georgia Mani, merci pour ces questionnements qui me permettent de discuter un petit peu de certains de mes propos. Donc sur ces questions de points aveugles, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Alors je voudrais juste rappeler que la formation des enseignants et des enseignantes aux questions de genre, elle a maintenant presque 20 ans. Elle a 20 ans. Okay. Et alors qu'on a l'impression que c'est encore tout nouveau. Et évidemment, en 20 ans, elle a beaucoup évolué. On est passé, par exemple, en 2000, quand je travaillais à l'IUFM de Lyon avec Michel Zancarini-Fournel, l'IUFM de Lyon était un établissement pilote sur la formation à ces questions-là, mais on travaillait surtout sur mixité et égalité. Okay. Alors évidemment, mixité, Il y a un petit chat. Mixité. Mon chat aime beaucoup quand je parle. Il faut qu'elle soit là, qu'elle soit la star. Je ne sais pas si on gardera ça. Mais bon. Pas de souci. La mixité, ça a évolué, bien évidemment. Maintenant, on est plutôt sur les questions d'égalité. Mais à un moment donné, il faut se rappeler en 2012-2013 qu'on était sur les questions de genre, notamment en France. Et que à partir des événements qui ont eu lieu, on sait le ministère est revenu sur les questions d'égalité. Donc tout ça pour dire qu'il y a des points aveugles qui sont récurrents, mais il y a aussi des obstacles. Dans les points aveugles qui sont récurrents, il y a certainement des éléments qui ne sont toujours pas clairs. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'égalité ? Qu'est-ce que c'est que l'égalité ? On ne le sait toujours pas. On ne sait toujours pas ce que le ministère, là je parle pour le ministère de l'Éducation nationale en France, bien sûr, met derrière cette question d'égalité. Et on travaille l'égalité à partir plutôt d'actions professionnelles ou professionnalisantes, et on ne travaille pas à partir d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est que ce concept et qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière. Donc on évacue complètement l'aspect politique de cette question d'égalité. Alors c'est un problème parce que tant qu'on clarifie pas ça, on peut mettre une sorte de fourre-tout, cette égalité. Et donc, dans une représentation des enseignantes et des enseignants, il y a des petits points qui sont un peu solides, un peu consistants, qu'il est difficile de déconstruire et de faire évoluer. Alors ça, on le voit très bien quand on commence les modules sur l'égalité, par exemple. On a des choses sur oui, mais les filles, elles réussissent mieux à l'école que les garçons. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un problème puisqu'elles ont des meilleurs résultats aux évaluations? Pourquoi il y a un problème des filles à l'école? Est-ce que vraiment on pose bien le problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur les garçons? On a un deuxième constat qui est que, ah oui, mais dans ma classe, moi j'utilise les filles pour séparer les garçons ou pour les apaiser, etc. Donc ça, on connaît très bien les filles sont utilisées comme auxiliaires pédagogiques de l'enseignant. Voilà, ça c'est encore un point aussi, comment est-ce que l'on travaille ça? Et puis, quelque chose qui est fort également, c'est les enfants, qu'ils soient dans le primaire ou après dans le secondaire, ils aiment se retrouver entre groupes de sexe. Alors pourquoi il faudrait que je les mélange? Puisqu'ils préfèrent travailler par groupe affinitaire, etc., etc. Donc on a ces points qui sont difficiles à faire évoluer et pour lesquels il faut certainement des outils, trouver des outils, nous en tant que formatrices et formateurs, pour les aider à travailler ça. Pour ce qui me concerne sur l'éducation physique et sportive, puisque c'est aussi mon terrain privilégié, il y a vraiment la question du corps.
le corps, c'est vraiment un nœud, quelque chose qui est vraiment très, très noué du point de vue des conceptions et qu'il va falloir encore certainement un temps assez important pour faire évoluer et intégrer qu'est-ce que c'est que ces questions de genre et qu'est-ce que ça produit comme inégalité ou comme égalité à partir du corps. Parce qu'on a vraiment cette imbrication entre sciences biologiques et sciences humaines qu'il faut continuer à travailler. Alors, c'est vrai que depuis les années 2010, ces différents champs scientifiques essayent de dialoguer et je trouve que c'est vraiment très, très pertinent de continuer à aller dans ce sens-là. Ce n'était pas le cas auparavant. Et il y avait eu un espèce de controverse extraordinaire en 2011 quand on a introduit le terme de genre dans les manuels scolaires dans la discipline des sciences du vivant. Il y a un autre point aveugle qui me paraît extrêmement fort et qui rejoint un peu mon introduction sur l'absence du politique dans l'analyse de l'égalité, c'est qu'on travaille rarement sur la question des rapports de pouvoir entre les sexes dans l'espace de la classe. Alors forcément, on va rester sur des états des lieux, mais on va avoir du mal à produire des analyses qui vont permettre des transformations en termes de travail professionnel. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, dans votre ouvrage Du genre en éducation, vous avez conçu un schéma spiralaire pour l'acquisition des compétences pour travailler avec le genre. Maintenant, on va montrer ce schéma, comme ça, ça sera plus facile. Mais mes questions sont, comment avez-vous développé ce schéma et en quoi consiste-t-il? Je vais le montrer. Pendant que vous installez le schéma, oui, c'est une question effectivement de construction. Ça fait partie du travail scientifique. Moi, j'aime bien travailler aussi à partir de schématisation. Quelquefois, je trouve que ça aide à comprendre. Oui. Et quand on a un temps en formation qui est très court, comment est-ce qu'on aide les gens à se repérer? Donc, en fait, ce schéma, je l'ai construit progressivement, bien évidemment, notamment quand, dans les modules de formation, j'essaye de travailler en 3 temps. D'abord, essayer de déstabiliser les représentations et les croyances des individus, puisque les enseignants sont aussi des individus avec leurs propres croyances sur les questions de genre. Oui. Ensuite, les aider à identifier ce qui pose problème ou ce qui pose question. Ils aiment bien cette terminologie. Qu'est-ce qui pose question dans ma classe quand je regarde, quand j'enseigne? Et c'est pas toujours facile d'identifier quelque chose. Au départ, on avait beaucoup de remarques comme quoi j'ai pas de problème en fait, je ne vois rien de particulier à dire. Donc voilà, il faut les aider à identifier un ou plusieurs points qui peuvent poser question. Et puis ensuite, amorcer l'acquisition de compétences. Et pour moi, je travaille vraiment sur, enfin mon idée, c'est vraiment qu'on va travailler sur l'acquisition de compétences au genre. Ça rejoint la question précédente. Pour moi, l'égalité, c'est pas suffisant et il faut aller sur les compétences à enseigner en prenant en compte les questions de genre et toute leur complexité. Et bien sûr, on travaille dans quelque chose qui est plutôt pour moi du point de vue systémique. C'est quelque chose qui travaille en système. Donc, bien évidemment, si on dit ça, on peut considérer, vous voyez là, le premier niveau, c'est celui de l'acteur ou de l'actrice. Donc, c'est celui de l'enseignant ou de l'enseignante. On est la première personne. Donc, il va falloir qu'on aide en formation des enseignants, l'acteur ou l'actrice, à identifier ses valeurs personnelles d'abord. Qu'est-ce que je crois? J'en suis où dans ma vision du monde sexué, etc. Et puis professionnel. Les deux ne sont pas toujours en accord. Il va falloir se mettre un peu au clair avec ça. Une fois que ça s'est posé, on va pouvoir se poser la question dans la classe ou dans mon école, qu'est-ce qui pose question? C'était bien ça, identifier le problème. Identifier le problème, et c'est le premier pas vers une prise de conscience, donc un enrôlement de l'individu sur, oui, il y a quand même des questions auxquelles je peux me confronter.
Ensuite, l'étape suivante, on procède par étapes. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui provient de la didactique professionnelle. Je ne l'ai peut-être pas dit auparavant. Donc, ensuite, il va falloir, une fois qu'on a identifié ce problème, il va falloir justement le problématiser, passer d'une question, d'un état des lieux, à comment je vais le problématiser. Qu'est-ce que disent déjà les scientifiques à ce sujet? Qu'est-ce que disent aussi les autres professionnels à ce sujet? Qu'est-ce que dit mon institution à ce sujet? Et vous voyez que ça va avec aussi exploiter les ressources et les acquis antérieurs. Okay. Sinon, on n'avance pas, on réinvente toujours la même chose. Je vais contrôler les interactions pour vérifier si les filles et les garçons parlent à égalité. Ben non, il faut pouvoir essayer d'aller plus loin. Il y a déjà des gens qui ont travaillé là-dessus. Ensuite, je vais pouvoir, à partir de ces premières réflexions, je vais pouvoir essayer de concevoir une manière de résoudre mon problème ou en tout cas de mettre à l'épreuve quelque chose qui me permettrait de le dépasser. Donc, c'est agir et interagir. Là, je vais me mettre à nouveau en situation de classe. Je suis plus dans la conception, je suis vraiment dans la situation de classe avec notamment ce qui fait pression, c'est-à-dire donner des réponses dans l'urgence du cadre de la classe. Et là, la spontanéité de l'acteur va revenir et donc ses croyances. Alors, c'est important ensuite d'en faire à nouveau une analyse réflexive pour voir comment tout ça s'est joué dans le moment de la classe que j'ai pu mettre en œuvre. Et puis, il va falloir à nouveau que je réfléchisse à mes actions et aux conséquences de mes actions ou de mes conceptions. Donc là, c'est le dernier niveau, structurer, interpréter. Il va falloir que j'en tire une analyse pour pouvoir transformer les paramètres du milieu didactique dans lequel je travaille. Et ça a évidemment un effet sur moi-même. Donc, on revient au premier niveau de l'acteur et de l'actrice, puisque transformer le milieu, ça va aussi m'aider à me transformer moi-même. Parfait. Alors, merci beaucoup pour cette explication. Alors, bon, j'ai enlevé le schéma. Ma dernière question pour vous, c'est toujours dans votre ouvrage du genre en éducation, vous parlez, quand vous parlez précisément de genre et savoir en didactique de l'éducation physique et sportive, vous mentionnez souvent que le genre sature le milieu didactique. Qu'est-ce que vous voulez dire par saturer le milieu didactique? Alors, comme tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais conçu ce schéma pour aider un petit peu à comprendre comment ça pouvait fonctionner. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est donner une métaphore. Donner une métaphore, ça aide aussi quelquefois à comprendre la complexité finalement. Oui. Et puis à retenir quelque chose d'un petit peu facile à se rappeler. Et donc, dans mes analyses, la question du genre, je retiens par exemple les définitions plutôt d'aspect sociologique. Et par exemple, la définition d'Isabelle Claire en 2012, je trouvais qu'elle était assez proche de ce que je pouvais concevoir moi-même et elle m'aidait à donner un point de départ à ma réflexion sur l'enseignement. Donc, pour reprendre ce que dit Isabelle Claire, c'est que le genre révèle une logique globale qui organise la société jusque dans ses moindres recoins. Il ne se contente pas de désigner une appartenance à un groupe de sexe. Il organise des pratiques quotidiennes et des idées partagées par tout le monde. Les normes de genre nous obligent tous et toutes à devenir hommes et femmes. Et donc, je trouvais que c'était assez bien parce que souvent, dans les points aveugles, comme on le disait tout à l'heure dans la première question, il y a l'idée que, bah oui, mais moi, je suis un homme, je suis une femme, et puis, si je veux ou si je ne veux pas aller vers ces questions-là, ben, c'est pas une question de volonté. En fait, on y est déjà. Donc, il faut en être intimement convaincu. Et je trouvais que cette définition d'Isabelle Claire, elle posait bien ça comme le genre, c'est chacun de nous à l'intérieur d'un système qui nous préexiste. Mais ça ne s'arrête pas à chacun de nous. Bien sûr, quand on travaille sur le milieu didactique ou les questions didactiques, on
très classiquement, on peut reprendre le triangle didactique, le schéma de Housset, avec savoir, enseignant et élève. Alors, on peut reprendre celui-là, hein, pourquoi pas. Il est intéressant parce qu'il a les 3 pôles, mais il faudrait, et du coup, il faudrait l'englober dans le système de genre complètement, parce qu'il faut être convaincu que les savoirs ne sont pas neutres, que l'enseignant n'est pas neutre, que les élèves ne sont pas neutres, et que forcément, si on met tout ce monde-là, tous ces éléments-là à l'intérieur du milieu, il n'y a pas de neutralité. Alors, la question de la non-neutralité, Nicole Mosconi, elle s'en était occupée dès 1989 avec Femmes et Savoirs. Donc, bien sûr, on le sait, mais on travaille assez peu sur vraiment qu'est-ce qui se passe dans la classe quand on enseigne et comment ces différents pôles peuvent jouer entre eux pour aggraver les situations de genre et du coup la fabrique des inégalités, ou au contraire pour essayer de donner des éléments leviers pour amoindrir ces questions-là. Par exemple, si on travaille sur les manuels scolaires, le fait qu'il y ait un peu plus de femmes, que les problèmes ne soient pas sexués, etc., etc. Donc, la question de la saturation du milieu didactique, elle est vraiment là. Alors, mon idée, c'était un petit peu, vous savez, la saturation en termes photographiques. Quand on sature une photo, on va avoir une couleur qui va être très très forte, très dominante et qui va quelquefois noyer un petit peu la forme ou au contraire révéler certains aspects de la forme. Donc c'était un petit peu cette idée-là que finalement, à l'intérieur de ce milieu didactique, qu'on en soit conscient ou qu'on ne soit pas conscient, il se joue des choses qui sont très fortes et qui appartiennent au système de genre. Ok. J'espère que j'ai un petit peu clarifié cette métaphore. Oui, et ces aspects qui sont justement dans votre livre, vous parlez notamment de ça. Et est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en dernier ou un dernier mousse ou une dernière réflexion? Oui, oui, d'accord, je veux bien, merci. Je vais me permettre, j'ai deux choses que j'aimerais peut-être ajouter. C'est revenir sur la question de l'égalité je suis de plus en plus convaincue de la nécessité de clarifier les aspects politiques qui sont sous-jacents aux actions pédagogiques, parce qu'il n'y a pas de pédagogie sans politique. Quand on fait des choix pédagogiques, on fait des choix politiques. Ça, c'est la première des choses. Et notamment, je trouve que du point de vue de l'égalité, les travaux de Rejane Cenac que l'on a un petit peu intégrés et questionnés du point de vue de l'éducation sont très riches avec cette égalité sous condition, égalité sans condition. Et bien sûr, il faudrait travailler sur ces points-là. Et puis, le deuxième point, c'est que dans mes travaux aussi, j'essaye de relier ce qui est de l'ordre du macro-sociologique et de l'ordre du micro-sociologique. Et là aussi, ça me paraît être quelque chose qui est intéressant à poursuivre, puisque vous l'avez compris, je l'ai dit à plusieurs fois, cette vision systémique, cette question du système de genre, on ne peut pas isoler les éléments entre eux. Bien sûr, macro-sociologique et micro-sociologique, on va utiliser des outils différents, mais il faut être convaincu que le genre est présent partout et fait système dans notre société. Voilà, je pense que je vais conclure sur ces mots-là. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous et à bientôt. À bientôt. Merci, Georgia Mani.